Monsieur, du coup, merci beaucoup de participer à notre conférence finale des différents ateliers qu'on a proposés pour les aidants dans le Val-de-Marne avec l'association Delta 7 sur l'année 2024. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, on vous propose un format différent, un format qu'on appelle conférence, mais c'est un petit peu sérieux comme mot, c'est plutôt une présentation avec tant d'échanges. Euh, Bien sûr, vous pouvez, comme on l'a fait sur nos autres ateliers, poser vos questions, faut pas hésiter. Euh, et du coup, ben, vous reconnaissez, bonjour Laurence, vous reconnaissez Lina qui a animé les deux autres ateliers cuisine, et donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse commencer la conférence. Lina, n'hésite pas à me dire passe quand tu veux que je fasse passer les slides, si Ok, j'oublie. pas de souci. Donc, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur comment maintenir l'équilibre alimentaire de mon aidé. Donc, l'objectif, c'est de reprendre quelques points sur l'équilibre alimentaire et de vous donner les conseils pour bien gérer l'équilibre alimentaire de votre aidé. Donc, on va commencer. Donc, l'équilibre alimentaire pour pouvoir prévenir la dénutrition. Donc, déjà savoir qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est apporter à son corps tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc, lui apporter tous les nutriments tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. Donc, quand on n'apporte pas tous les jours les différents nutriments de notre corps, donc on va être en moins bonne santé et c'est là où on va être malnutri. Donc, en fait, on va être en moins bonne santé. Et donc, l'un des signes, ça va être, par exemple, une perte de poids, une dénutrition. Donc, c'est là où c'est important pour vous, aidants, de surveiller le poids de votre aidé. Et ce qu'on conseille, c'est de peser votre aidé au moins une fois par mois et de tenir un carnet alimentaire. Parce que par rapport à tout ce que vous avez à faire et à penser, vous pouvez le peser et vous dire oui, c'est bon, mais de ne pas vous souvenir à la pesée d'après à combien la personne était. Donc, c'est bien de tenir un carnet alimentaire. Donc, quand vous avez l'impression que tout va bien, une fois par mois, c'est le minimum. Et sinon, si vous voyez que l'état de santé, que votre aidé est un peu fatigué ou a été malade, il faut le peser au moins une fois par semaine. Et là, quand vous le pesez une fois par semaine, s'il y a des variations de poids, si vous constatez que sur la semaine, la personne a perdu beaucoup de poids, on parle de au moins 2 kilos. Donc, ça ne va pas être la personne a maigri, ça va être une variation d'eau. Ça veut dire que si la personne a perdu 2 kilos en quelques jours, c'est qu'il s'est déshydraté. Une perte rapide de poids, c'est une déshydratation. Donc après, ça va être, parce que quand la personne va être déshydratée, elle va être fatiguée, elle va avoir la bouche plus sèche, elle va avoir du mal à avaler. Donc si elle a du mal à avaler, elle va perdre de l'appétit et ça va entraîner d'autres choses. Ou pareil, quand la personne a pris 2 kilos en quelques jours, en moins d'une semaine, là, pour le coup, c'est souvent lié à un déficit de médicaments. C'est que le médicament, il n'est plus tout à fait adapté. Donc, souvent, c'est les médicaments quand les personnes souffrent d'insuffisance cardiaque ou rénale. Donc, c'est le traitement qui est plus adapté et que finalement, les personnes gonflent. Donc, si la personne, en fin de journée, elle a les jambes gonflées, c'est finalement, elle a retenu de l'eau. Donc, une grosse variation de poids, quand c'est en perte ou en gain, ça va être lié à l'eau. Donc, on fait attention. Donc, déshydratation, on va en parler après. Et quand c'est une prise de poids en eau rapide, il faudra revoir le médecin pour réajuster le traitement médicamenteux. Après, quand la personne elle perd du poids lentement, c'est que vous constatez que chaque semaine, la personne elle perd 500 grammes, elle perd 1 kilo. Là, on va déjà regarder, mais on va, pareil, si quand la personne sur un mois, elle a perdu 5% de son poids, on va parler de dénutrition. Donc 5%, ça peut aller très vite. Quand, par exemple, une personne, elle pèse 60 kilos et finalement, sur un mois, elle a perdu 3 kilos. Donc, sans avoir la volonté de perdre du poids, c'est la personne, elle a son quotidien, elle a l'impression de manger normalement, mais que finalement, sur un mois, elle a perdu 3 kilos, c'est de la dénutrition. Ça veut dire que la personne a perdu en masse musculaire et qu'elle est en train de se fragiliser. Donc, même quand la personne est en surpoids ou en obésité, même pour une personne qui
par exemple, quelqu'un qui pèse 100 kilos, si sur un mois, elle a perdu 5 kilos, souvent les gens vont dire oui, ben, elle a perdu 5 kilos, ça lui fera du bien, elle se sentira un peu mieux, ça sera plus simple pour nous. Mais pour une personne qui pèse 100 kilos, qui a perdu 5 kilos sur un mois sans la volonté de perdre du poids, c'est de la dénutrition. Même les personnes en surpoids ou en obésité peuvent être dénutries. Et quand une personne est dénutrie, je vous dis, elle a perdu un peu de graisse, mais elle a perdu de la masse musculaire. Donc c'est ce qui fait que ça va la fragiliser et ça va fragiliser son état de santé. Donc on surveille le poids, donc la pesée sur un mois, et pareil sur 6 mois. Pareil, si la personne a perdu 10% de son poids sur 6 mois, c'est de la dénutrition. Donc c'est là où il faut le signaler au médecin, par exemple, quand vous voyez que votre aidé a perdu un peu de poids, donc souvent sur un mois, parce que c'est là où il faut surveiller le poids. Dans ce cas-là, il y aura une prise de sang à faire qui va être confirmée par le taux d'albuminémie. Pareil, quand il est inférieur à 35, c'est un signe de dénutrition. Et là, il va falloir faire plus d'efforts au niveau alimentaire pour que la personne reprenne du poids et reprenne de la masse musculaire. D'accord? Ça va? Ça va. Ok. Donc, on fait attention au poids pour éviter la dénutrition. Voilà. Donc là, on va voir en détail les différents macronutriments. Donc, il y a dans l'alimentation, dans les aliments, vous avez 3 types de macronutriments. Vous avez d'abord les protéines. Donc, vous avez 2 types de protéines, les protéines animales et les protéines végétales. Donc, protéines animales, on va les retrouver dans les œufs, poissons, les viandes, les produits laitiers. Et les protéines végétales, vous allez les trouver dans les légumineuses, dans les légumes secs, dans les fruits oléagineux et dans tous les produits céréaliers. Donc, l'objectif, c'est que l'alimentation apporte autant de protéines animales que de végétales. Et les protéines sont nécessaires pour maintenir la masse musculaire et pour tout ce qui est réparation de tous les tissus, parce que toutes les cellules sont constituées de protéines. Donc, quand il n'y a pas assez quand il y a eu une infection, quand il y a eu une chute et qu'on doit cicatriser, par exemple, il faut un peu plus de protéines que d'habitude pour pouvoir cicatriser ou pour pouvoir lutter contre l'infection parce qu'il y a eu différents tissus qui ont été touchés. D'accord? Donc, on a les protéines. Ensuite, on a les lipides. Donc, les lipides, c'est les matières grasses. Donc, pareil, les matières grasses sont nécessaires à tout le renouvellement des cellules. Toutes les membranes de nos cellules sont d'acides gras. Donc, c'est important que l'alimentation en apporte. Et pour la fabrication des hormones. Pour ne pas dérégler la fabrication des hormones, il faut suffisamment d'acides gras. Donc, après, pareil, vous avez les matières grasses, vous en aurez dans les produits d'origine animale et végétale, donc dans toutes les huiles. Les huiles apportent les acides gras. Les poissons gras apportent les acides gras et les oméga 3 dont le corps a besoin. Parce que vous aurez pareil, il faut un équilibre entre oméga 3 d'origine végétale et oméga 3 d'origine végétale et animale. Donc, il faut autant d'oméga 3 animal que végétal. Donc, c'est là où on vous conseille au moins une portion de poisson gras par semaine. Et après, vous complétez avec les huiles ou les fruits oléagineux ou tout ce qui est graines. Ensuite, dans les macronutriments, vous aurez les glucides. Donc, le glucide qu'on associe au sucre, c'est vraiment le carburant de notre corps. C'est vraiment l'essence, c'est ce qui va permettre au corps d'avoir de l'énergie. Et donc, vous avez 2 types de glucides, les glucides simples et les glucides complexes. Glucides complexes, c'est tout ce qui est amidon, c'est tout ce qu'on peut faire de la farine avec. Donc, ça va être les féculents. Donc, et après, les glucides simples, c'est tout ce qu'on va trouver ailleurs, dans tous les végétaux, dans les fruits, dans les légumes, après dans les fruits secs, dans les fruits oléagineux et dans les laitages. Dans les laitages, le lactose, c'est un sucre. Donc, c'est le sucre naturel du lait. Donc, c'est aussi une source de glucides, une source d'énergie. Donc, pour le coup, au quotidien, même au repos, le corps, surtout le cerveau et le système nerveux, a besoin de glucose pour fonctionner. Donc, tout au long de la journée, il faut lui en apporter pour qu'il fonctionne correctement. Donc, vous avez les 3 types de macronutriments, c'est eux qui vont apporter de l'énergie à notre corps. Et après, vous avez les autres, les micronutriments, qui vont être également nécessaires au bon fonctionnement de notre corps, mais qui, eux, n'apportent pas d'énergie. Donc, dans les micronutriments, vous aurez donc, les vitamines, donc toutes les vitamines, A, tout ce qui est groupe B, vitamine C, D, E. Donc, ce qui est important, surtout, ça va être la vitamine D. Même si elle est peu présente dans l'alimentation, c'est souvent avec l'exposition au soleil qu'on va pouvoir la fabriquer, mais on en trouve un petit peu
dans les poissons gras, dans les abats et dans les produits laitiers entiers. Donc là aussi, pareil, quand il y a un déficit en vitamine D, on essaye de favoriser les produits laitiers entiers et pas de me les prendre à 0% de matière grasse parce que là, pour le coup, il n'y a plus de vitamine D. Donc la vitamine B12, parce que là, pour le coup, c'est celle qu'on va retrouver que dans les produits d'origine animale. C'est là où les végétaliens ou les véganes vont être carencés parce que cette vitamine-là, on la trouve que dans les produits d'origine animale. Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs et produits laitiers. Et la vitamine C, donc la vitamine anti-fatigue, anti-infectieuse, qu'on va retrouver que dans les produits végétaux. Donc c'est là où c'est important de manger des fruits, des légumes, rajouter des herbes, parce que la vitamine C, on la trouve que dans ces produits-là. Et faire attention, bien varier, et de manger des fruits et légumes crus, parce que la vitamine C est sensible à la température. Donc si vous mangez que des légumes cuits ou que des fruits cuits, que des légumes cuits et des fruits cuits, vous aurez moins de vitamine C et vous risquez de ne plus couvrir vos besoins. Et c'est là où après on va associer, quand on ne peut pas manger de crudité, on va jouer sur les herbes aromatiques pour pouvoir compléter l'apport en vitamine C. Et ensuite, vous avez les minéraux, donc notamment le fer, le calcium, le magnésium, c'est ce qui est le plus important pour être en bonne santé et éviter d'être fatigué. Mais après, vous avez le sodium, le zinc, l'iode, qu'on va retrouver dans les différents aliments et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. En plus des minéraux, vous avez d'autres éléments qu'on va retrouver dans les aliments qui sont indispensables aussi au bon fonctionnement de notre organisme. Vous allez avoir les fibres. Donc, eux, ils sont nécessaires à une bonne digestion. Donc, vous avez différentes fibres. Pareil, on va les trouver dans les produits d'origine végétale. Donc, tout ce qui est fruits, légumes, les légumes secs, les produits céréaliers, mais complets. Parce que quand ils sont raffinés, quand vous prenez des pâtes au blé classiques, elles seront raffinées, il n'y a quasiment plus de fibres. Que quand vous prenez des pâtes semi-complètes ou complètes, vous aurez plus de fibres. Donc, dans tout ce qui est produit végétal, vous aurez des fibres. Donc là, ce qu'il faut faire attention aussi, d'abord, en dehors d'avoir une bonne digestion, d'éviter que votre idée soit constipée ou qu'il y ait un transit rapide, le fait que si on a un microbiote, une flore intestinale appauvrie, ça va accentuer le terrain inflammatoire. Donc, si votre idée a déjà une pathologie inflammatoire, une arthrite, des tendinites, une inflammation, le fait d'avoir un microbiote appauvri, ça accentue l'inflammation. Pareil, ça augmente la sensibilité. Quand on a un microbiote appauvri, ça accentue la sensibilité au stress. Les personnes peuvent se sentir encore plus stressées, encore un peu plus déprimées, mais c'est le fait que le microbiote est appauvri. Et pareil, il y a les bactéries de notre intestin, il y en a certaines, qui vont produire naturellement des neurotransmetteurs qui sont des antidouleurs. Donc pareil, pour pouvoir lutter naturellement contre certaines douleurs, si on a un microbiote qui est bien développé, on pourra le faire plus naturellement. Donc, pour tout ça, c'est aussi important d'avoir des fibres, pas que pour la digestion, mais aussi pour rester en bonne santé. Donc, dernier élément qui est indispensable à la vie, à notre santé, c'est l'eau, l'hydratation. Donc, l'hydratation, comme je dis, très important, la bouteille d'eau, il faut bien s'hydrater tout au long de la journée, même quand on n'a pas soif. Donc, comme l'air, comme l'oxygène, l'eau est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, sachant qu'au quotidien, même quand on est peu actif, sans faire d'activité physique, on va perdre de l'eau parce que le corps a besoin de réguler sa température. Quand on digère un aliment, on va utiliser de l'eau. Quand on se bouge, même se lever, marcher, contraction musculaire, on va utiliser de l'eau. Donc, pour compenser les pertes d'eau, on a besoin de boire suffisamment. Et le fait d'être déshydraté, donc ça va vous fatiguer. Comme je vous ai dit, la bouche plus sèche, on a difficulté à avaler, donc on va perdre de l'appétit. Donc ça va jouer après sur l'apport alimentaire. Ça va jouer sur les infections urinaires. Ça va entraîner des infections urinaires. Et au niveau cognitif, on peut finalement ne plus savoir où on est, ce qu'on fait, parce qu'on est déshydraté. D'accord ? Donc ça, on va revoir plus en détail aussi l'eau un petit peu plus tard. Donc, ensuite, ce
qui est important aussi sur l'équilibre alimentaire et sur la bonne hygiène de vie, c'est de favoriser l'activité physique. Parce que bon, oui, il faut manger suffisamment, mais aussi il faut bouger. Pour pouvoir entretenir sa masse musculaire, il faut la solliciter. Donc, après, comme on dit toujours, l'activité physique, c'est pas forcément le sport, c'est de bouger au quotidien. Donc, oui, ça va être de se déplacer dans la maison, donc marcher tant qu'on peut, d'aller faire ses courses quand on peut, mais même si le fait de... Parce que souvent, les gens, quand certains ont des difficultés physiques, le fait de pousser un caddie, de ne pas avoir la canne, mais de pousser un caddie, ça leur permet d'avoir une certaine activité physique. Et donc, après, on verra aussi de participer aux courses. Après, s'il y a des escaliers, faire quelques marches, ou au quotidien, quelques tâches ménagères. Mais en ce qui me concerne la cuisine, le fait d'éplucher des légumes, de couper des légumes, c'est de l'activité physique. On fait travailler les mains. Donc après, quand il y a la possibilité de nettoyer, de faire la vaisselle, ça sera aussi de l'activité physique. Donc l'activité physique entre dans le cadre d'une bonne hygiène de vie et de l'équilibre alimentaire. Pour le coup, quand on préserve sa masse musculaire, on préserve sa santé et son autonomie. Plus on sollicitera les muscles, plus ça nous permettra de faire les choses au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, comment maintenir un bon rythme alimentaire? Donc le but, c'est de, comme on a dit, il fallait apporter à son corps tout ce qu'il avait besoin pour fonctionner au quotidien. Donc après, il y a l'équilibre dans l'assiette. Donc le but, c'est de faire au moins 3 prises alimentaires dans la journée. Donc suivant l'appétit, on pourra mettre même des collations. Mais à chaque repas, dans les repas principaux, donc pour le repas du midi et le repas du soir, il faut que vous ayez le réflexe que le patient, même quand l'alimentation doit être modifiée, mixée ou hachée, il faut qu'il y ait à chaque fois les 3 éléments. Il faut absolument qu'il y ait une part de viande dans son assiette, des légumes et des féculents. C'est indispensable. La viande pour maintenir la masse musculaire, les féculents pour l'apport en énergie, les légumes pour l'apport en vitamines, minéraux et fibres. Et donc, en plus d'avoir une assiette bien équilibrée avec au moins les 3 éléments, il faut rajouter le produit laitier pour l'apport en protéines et en calcium. Il faut des crudités pour l'apport en vitamine C, par exemple, mais pour augmenter la quantité de fibres et des autres vitamines. Et l'apport en matière grasse, la matière grasse, on va l'utiliser pour assaisonner ou pour faire cuire les viandes, pour l'apport en oméga 3 notamment, mais avoir l'équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Donc, il y a l'équilibre au sein des repas et l'équilibre sur la journée. Donc, comme je dis, il faut faire au moins 3 prises alimentaires. Donc, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Et suivant l'appétit ou suivant la plage horaire, pas hésiter soit à fractionner le repas, soit d'ajouter des collations. Le but, suivant l'état et suivant ce qu'on recherche, c'est minimum 3 prises alimentaires avec plus ou moins des collations. En sachant qu'il faut garder au moins une portion de viande ou poisson dans la journée. Les produits céréaliers, c'est à chaque repas, matin, midi et soir. Il faut au moins les 5 portions de fruits et légumes, comme dans la publicité, par jour. Et il faut au minimum 2 produits laitiers. Et plus on vieillit, on peut même monter jusqu'à 4, parce que l'absorption du calcium se fait moins bien. Donc, 2, c'est quand on est jeune senior. Et quand on est un peu plus âgé ou qu'il y a des difficultés, il faut monter à 4 pour pouvoir couvrir ses besoins en calcium. Donc, il y a les différents groupes d'aliments. En plus, boire au minimum 1,5 litre par jour, quel que soit l'âge, même quand on a peu d'activité, qu'il fait froid, qu'on est en hiver, il faut boire au moins les 1,5 litre d'eau dans la journée, de maintenir une activité physique adaptée et d'éviter les produits qui sont trop transformés, qui n'apporteront pas forcément les bons nutriments. Donc, on privilégie toujours les produits plutôt frais, de saison et le moins transformés possible. Alors, pour pouvoir justement gérer tout ça, ce qui est important et qui prend du temps au départ, c'est d'établir des menus. Idéalement pour une semaine. L'idéal, c'est de faire des menus pour une semaine, mais réellement de l'écrire, de planifier, pas se dire oui, on fera ça et ça et ça dans la semaine. C'est de le noter pour pouvoir faire ses courses correctement et ne rien oublier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un menu et se dire lundi midi, je vais manger ça, lundi soir, je vais manger ça. C'est se dire, suivant le nombre de repas que vous devez préparer. Alors, pareil, on n'est pas obligé de manger des repas différents tous les jours.
Vous pouvez très bien manger la même chose ce midi et le lendemain soir, ou ce soir et le lendemain midi. Donc là, après, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation combien de repas vous allez devoir préparer dans la semaine. Sachant qu'il y a 14 repas, c'est se dire, est-ce que je fais 7 menus, est-ce que j'en fais 5, ou est-ce que j'en fais 10, et de savoir combien de menus vous voulez. Il faut que vous puissiez planifier. C'est pas quand j'arrive, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, ou qu'est-ce que tu as envie de manger. Le fait de l'avoir planifié, ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc, on fait les menus, donc le nombre de repas que vous devez avoir à faire pour la semaine. Idéalement, c'est 3 semaines, mais le minimum, c'est sur 3 jours. Faut que c'est le minimum 3 jours pour la planification des menus, pour savoir ce que vous allez manger. Et à partir de là, on établit la liste des courses. Mais par exemple, si vous voulez faire des carottes râpées vinaigrettes, il vous faudra des carottes, il faut de l'huile, il faut du vinaigre, il faut du sel, du poivre, de la moutarde. Il faut que vous ayez tous les éléments. Parce que des fois, on se dit, oui, je veux faire ça, mais au final, quand on arrive, on ne l'a pas. Donc, quand vous faites vos menus, c'est vraiment de dire comment vous voulez préparer votre aliment. Comme je dis, les carottes, si c'est une vinaigrette classique, si vous voulez faire une vinaigrette à l'orange, si vous voulez mettre du persil, s'il va falloir l'enrichir et qu'on mette d'autres choses, il faut réellement tout noter. Donc, bien faire ses courses. Et pour le coup, essayer, dans la mesure du possible, de faire la liste des courses avec l'aider. De lui demander qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aimerait manger, et puis voir par rapport à ce qu'il peut manger. Donc, pareil, par rapport aux fruits et légumes, si les intestins un peu fragiles, on va éviter de lui mettre des brocolis et des choux-fleurs, même si c'est de saison, on va éviter de lui en mettre plusieurs fois dans la semaine. Donc, pas hésiter, je vous dis tant par rapport à ce qu'il peut manger, pareil, par certaines textures de certains aliments, par rapport au goût, d'essayer d'établir le menu avec les dés. On essaie de bien faire la liste des courses. Donc pareil, donc comme on a dit, donc pour la préparation des repas, donc on a fait la liste des courses, tout est dans les placards. Donc après, pour la préparation des repas, donc pareil, dans la mesure du possible, c'est de l'impliquer au maximum, même si la personne ne pourra pas tout faire, mais c'est quand il peut, pas trop fatigué, d'être présent, même s'il ne vous aidera pas à couper et éplucher les légumes. Le fait de participer, de dire, bon, on va préparer ça, c'est le repas de tout à l'heure. Donc, ça pourra aussi l'amener à avoir l'envie de manger un peu par la suite. Et pareil, que le moment de préparer le repas soit quand même un moment de détente. Pas, oui, vous l'avez invité, mais que finalement, quand vous lui proposez de couper le légume, il ne va pas assez vite, il va sentir que vous êtes un peu impatient, et là, ça va créer une atmosphère un peu plus tendue. Donc, le fait qu'il soit là pour préparer le repas, il faut réellement que ça soit un moment de détente, que vous l'appréciez, mais que lui aussi apprécie. Donc, toujours dans la mesure du possible, on essaye de l'impliquer au maximum. Pour tous les deux. Pour tous les deux. Alors, là pour l'instant, est-ce que vous avez eu des questions sur l'équilibre alimentaire en général? Parce que là, après, on va partir plus sur les conseils adaptés à chacun, mais déjà sur l'équilibre alimentaire en général. Vous avez des questions? Le petit déjeuner, est-ce qu'on peut prendre toujours la même chose? Alors, oui et non. Oui, alors vous pourriez. Alors, à partir du moment où il est équilibré, le petit déjeuner doit apporter une source de protéines, une source de féculents et une boisson. Donc après, si tous les matins, vous buvez un café, que vous prenez du pain avec un peu de matière grasse et un laitage, ça peut m'aller. Mais l'idéal, c'est de varier. Parce que pour le coup, surtout quand par la suite, les personnes ont des difficultés ou n'ont pas envie de manger, manque d'appétit, le fait de leur proposer toujours la même chose, finalement, ça va accentuer le manque d'appétit. Donc, le but, c'est d'avoir toujours les mêmes éléments. Tant que la personne a plaisir à manger, que ce soit tous les jours le même pain, tous les jours le même laitage et tous les jours la même boisson, ça ne me pose pas de problème tant qu'il arrive à manger. Mais si c'est un moment où il a des difficultés à manger, c'est bien de varier. Mais ça peut être déjà, bon, même pour le quotidien, varier la nature du pain. Prendre un pain complet, un pain au seigle, un pain au son, un pain de maïs, un pain blanc. De ne pas hésiter à varier aussi, de prendre de la baguette aussi, de varier dans les pains.
Après, je vous dis, si c'est ce qu'il aime, prendre le pain. Et si, pour varier, ça peut être du pain, ça peut être des céréales, mais éviter qu'elles soient sucrées, ça peut être des biscottes, ça peut être de la brioche. Il faut un produit céréalier. Mais après, pareil, si la personne a envie de manger du riz ou des pâtes le matin, ça peut être le cas aussi. Le tout, c'est d'avoir une boisson pour s'hydrater, un produit céréalier et une protéine. Donc pareil, si la personne sature au niveau des laitages, donc ça pourrait être un bout de fromage, mais après, ça peut être un œuf, ça peut être une tranche de jambon, ça peut être du poisson fumé. Donc le petit déjeuner doit être le même dans le sens, il doit toujours m'apporter une boisson, une protéine et un produit céréalier. Et donc, dans la composition au quotidien, on peut, tant que ça ne joue pas sur l'appétit du patient, de l'aider. Ça va comme réponse? Oui, oui. Ah, merci. D'autres questions? Alors, juste revenir que là, je me souviens au niveau des apports en protéines, par exemple. On disait au niveau des apports, comme je vous dis, il faut qu'au quotidien, l'alimentation apporte autant d'énergie que la personne dépense. Donc, pour pas qu'elle perde de poids, il faut que l'alimentation apporte autant de calories, d'énergie qu'elle dépense. Et dans la structure, comme on a vu dans la tête, il faut qu'il y ait suffisamment de protéines, suffisamment de glucides et suffisamment de matières grasses. Les protéines, il faut compter au minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Donc pareil, si la personne pèse 60 kg, il lui faut au minimum 60 grammes de protéines par jour. Sachant que les protéines, vous allez les avoir dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumes secs par exemple. Donc quand on compte 100 grammes de viande, 100 grammes de viande rouge par exemple, ça apporte à peu près 20 grammes de protéines. Sachant que la personne elle a besoin d'au moins 60 grammes de protéines. Donc c'est déjà quand elle mange 100 grammes de viande rouge, ça sera déjà que 20 grammes de protéines. Dans 2 œufs, quand on mange 2 œufs, c'est à peu près 15 grammes de protéines. Donc oui, ça apporte des protéines. Les légumes secs, pour avoir pareil 15 grammes de protéines, il faut 300 grammes de lentilles cuites, par exemple. 300 grammes de lentilles cuites, ça vous fait à peu près une dizaine de cuillères à soupe. Donc ça fait une assiette bien pleine. Donc le tout, donc vous aurez un équilibre entre produits céréaliers dans les légumes secs, mais dans les pâtes, dans le riz, dans le pain, dans la viande, mais aussi dans les produits laitiers. Donc là, pareil, quand vous prenez un yaourt de 125 grammes, ça apporte 3 grammes de protéines. Donc pour le coup, on va comptabiliser, mais pour l'ensemble, il faut que l'alimentation apporte suffisamment de protéines. Donc là, vous, quand la personne savoir si elle a suffisamment de protéines pour ne pas se dénutrir, il faut que vous ayez au moins, au minimum, 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. C'est là-dessus qu'on se base. D'accord? C'est là où on va avoir à peu près le nombre de calories qu'il lui faudrait dans la journée. Parce que pour le coup, les protéines doivent apporter à peu près 25% de la ration en énergie, les glucides 50% et les matières grasses 30%. Donc, même quand les personnes sont un peu en surpoids, elles ont besoin de matières grasses. Et les matières grasses, c'est 30% de l'énergie totale de la journée. Donc, c'est pour ça qu'en général, il y a une cuillère à soupe d'huile, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile à chaque repas, matin, midi et soir. Donc, ce n'est pas juste sur un repas qu'il faut de l'huile, il en faut à tous les repas. Ça va? Ok. On va continuer alors. Donc là, on va voir, pour donner des petits conseils, quand l'aider n'arrive pas à manger, soit déjà elle commence à perdre du poids et c'est qu'elle a commencé à perdre du poids ou qu'elle a commencé à ne plus manger. Donc, avoir quelques conseils. Donc, dans le cadre, quand on va commencer par manque d'appétit. Donc, quand la personne vous dit, ou quand vous constatez ou qu'elle vous dit j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger, donc déjà c'est de comprendre pourquoi. Donc, est-ce que c'est lié au fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est déshydraté, on a des difficultés d'avaler. Donc, si on a des difficultés d'avaler, on n'aura pas envie de manger parce que ça va être difficile. Donc, savoir si c'est des troubles digestifs ou si c'est parce que quand la personne elle mange, la digestion est très rapide parce que des fois, il y a quand c'est perturbé, trouble diarrhée, constipation et puis on ne se sent pas très bien. Et donc, en fait, finalement, même souvent quand les gens sont constipés, ils n'ont plus envie de manger parce que ça reste dans les intestins.
Donc, c'est savoir est-ce que le manque d'appétit, c'est lié à un trouble digestif, si c'est lié aux médicaments, parce que des fois, il y a certains traitements qui vont jouer sur l'appétit. Donc, c'est savoir si c'est les médicaments, donc la personne aura besoin de ces médicaments, mais c'est en parler avec déjà le médecin si on ne peut pas réadapter le traitement, ou voir comment établir pour qu'il puisse le prendre, mais que ça ne joue pas trop sur l'appétit. Après, pareil, l'état de santé, le stress, l'anxiété, pareil, quand la personne n'est pas bien, elle n'a pas forcément envie de manger. Ou après, ça va être problème mécanique dentition. Donc, parce que problème infectieux, parce que dentier, parce que pas de possibilité de mastiquer correctement. Donc, quand la personne ne peut pas mastiquer et que c'est douloureux finalement, elle aura de moins en moins envie de manger. Donc, on peut perdre l'appétit de cette manière-là. Donc, le but, c'est déjà de comprendre le pourquoi. Et après, pour pouvoir agir. Donc, le but, ça va être de stimuler son appétit, de trouver des choses qui va faire qu'elle aura un peu plus envie de manger. Donc, la présentation va beaucoup jouer. Donc, c'est déjà de lui dire qu'est-ce que tu as envie de manger. Si elle vous dit j'ai envie, là pour le coup, j'ai envie que d'une purée, de pas une purée juste avec un petit bout de viande, de ne pas lui présenter une purée de pommes de terre qui est blanche avec une escalope de poulet qui est blanc. Parce que finalement, le côté visuel fera que oui, j'avais envie, mais finalement, ce que tu me présentes, ça ne donne plus envie et ça m'a coupé l'appétit. Parce que des fois, vous allez vous dire, votre aidé va vous dire, oui, j'aurais envie de manger ça et ça. Et quand vous lui présentez, finalement, il va vous dire, bah non, mais finalement, j'en ai plus envie. Alors, ça peut être parce que finalement, visuellement, ça lui plaît plus forcément, ou parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une petite contrariété, il y a eu quelque chose qui a fait que il a plus envie. Donc, quand c'est la présentation, pas hésiter, même si, par exemple, il vous dit finalement, j'ai envie d'une purée de pommes de terre avec une escalope de poulet, une purée de pommes de terre, pas hésiter à mettre un peu d'herbe, un petit bouquet de persil pour donner un peu de couleur, pour que ça soit un peu plus gai. L'escalope de poulet, mettre une sauce, mais pas une sauce blanche, faire une sauce à base de coulis de tomate pour que ça donne de la couleur. D'accord? Et pareil, éviter de donner une purée de pommes de terre avec des œufs brouillés. Parce que pareil, la texture, ça va être, quand la personne peut manger correctement, de se dire je vais manger que du mou, finalement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc même si des fois on n'a pas conscience, c'est quand on voit dans l'assiette que finalement ça joue pas très bien, ça se présente pas très bien, il faut jouer sur la couleur. D'accord? Donc pareil, essayer de proposer des aliments qui sont plus attrayants dans le sens où des légumes frais donneront plus envie que des légumes surgelés ou qui sont en conserve. Des champignons frais, quand vous les coupez, quand vous les faites cuire, en aspect, c'est plus présentable que des champignons en conserve. Et même en texture, c'est différent. Donc, suivant quand votre aidé vous dit j'aimerais bien manger tel aliment, surtout quand c'est des légumes, ne pas hésiter à lui proposer frais. Ou pareil, une viande, un steak haché frais sera plus présentable et aura plus de goût qu'un steak haché surgelé. Donc, essayez de jouer là-dessus, sur prendre des produits qui auront plus de goût, plus de saveur. Après, pareil, quand la personne manque d'appétit, jouez sur les portions. Alors déjà, lui servir des petites portions. Quand vous lui présentez une assiette bien grande, avec bien remplie, ça peut le couper dans l'appétit. Il va dire, je ne vais jamais réussir à manger tout ça. Et finalement, il ne va même pas essayer de goûter parce qu'il sera dans le sens, il aura le sentiment d'échec. Il va se dire, je ne vais jamais réussir à manger toute l'assiette. Alors que pas hésiter à lui proposer des petites assiettes déjà et des petites portions, quitte à le resservir. Justement, s'il a eu le côté, j'ai réussi à finir mon assiette et j'ai encore envie, ça va le restimuler par la suite à dire, non, finalement, même si j'avais l'impression de ne pas avoir envie de manger beaucoup, j'ai réussi à terminer mon assiette. Donc, le fait de se dire, j'ai terminé mon assiette, c'est plus positif que même la même portion, mais dans une grande assiette et qu'on n'a pas forcément réussi à terminer. Donc, jouer sur les portions, de se dire, je prends 2 fois une portion plutôt qu'une fois où j'aurais peut-être du mal à manger. Et donc, comme je dis, la taille des assiettes, la taille des bols est importante. Et pas hésiter à mettre des petits, quitte à resservir, mais là, au moins, l'aider aura l'impression d'avoir bien mangé et d'avoir même de s'être resservi, même si à la base, c'était la quantité que vous lui aurez donnée dans le bol classique. Donc ça va être important.
Et comme je vous ai dit, pas hésiter, même si des fois ça peut être très frustrant, de demander, redemander, de modifier suivant les goûts et les envies de votre aidé. Parce que je vous dis, par exemple, des fois, la personne va vous dire je voulais une purée avec des saucisses. Il avait très envie, mais vous lui présentez, il n'aura plus envie. Alors que vous avez fait l'effort de bien présenter, d'acheter la saucisse chez le boucher, de tout faire correctement. Et sur le moment, il n'aura pas envie. Alors, c'est frustrant pour vous, mais pour le coup, il faut systématiquement demander, redemander, lui proposer d'autres choses, même s'il vous a fait préparer et que finalement, par la suite, il ne l'aura pas mangé. Et je vous dis, il y a un plat qu'il aura pu très bien manger cette semaine. La semaine prochaine, vous lui proposez, il n'en aura pas envie. Alors que vous l'aurez fait de la même façon. Je sais bien que c'est un côté frustrant, mais pas hésiter à changer, modifier la recette, modifier la texture pour qu'il ait toujours plaisir à manger. Même si à la base c'était un plat qu'il adorait, bah, il y a des moments où il ne pourra plus le manger parce qu'il en a trop mangé, parce qu'il n'en a plus envie, parce que l'odeur, parce que la texture fera qu'il n'en aura plus envie, même si vous avez passé du temps à le préparer. Et donc, beaucoup, pareil, pour essayer d'améliorer l'appétit, c'est de manger à des moments qui lui feront plaisir et que ça soit un moment de plaisir aussi. Parce que par exemple, quand typiquement, après une toilette, typiquement les patients, quand ils ont eu des difficultés, ils ont fait leur toilette, on leur a fait la toilette. Après, ils se sentent fatigués, ils ont du mal à manger. Donc, quelquefois, il vaut mieux prendre le petit déjeuner avant de faire sa toilette qu'après. Parce que le fait d'être physiquement fatigué, même si c'est pas grand-chose, parce que je vous dis, typiquement, je sais l'histoire de la toilette, que finalement, après la toilette, la personne se sent fatiguée. Et même si au départ, elle avait faim et elle avait envie de manger, elle aura du mal à prendre son petit déjeuner. Donc, il faut déjà trouver le moment qui lui fera plaisir à manger, pas un moment où il se sent fatigué. Et le but, c'est aussi de partager ce repas. Le petit déjeuner, c'est bien de le prendre tous les deux, ou le repas du midi ou le repas du soir, mais c'est que ce soit un moment de partage. Comme habituellement, c'est toujours plus plaisant de partager un repas que de prendre un repas tout seul. Même quand on est en pleine forme et qu'on se sent bien, c'est toujours mieux de partager un repas que de le prendre tout seul. Après, pareil, comme je vous ai dit, les horaires, essayer de prendre les repas à un moment où la personne est plus prête à manger. Il y a des moments où ça n'ira pas. Quand elle est fatiguée, elle aura du mal à manger. Après, il y a des petites choses où aller faire une petite marche ou avoir fait quelques exercices peut finalement détendre la personne. Elle aura le sentiment de se sentir bien parce qu'elle a fait un effort et elle s'est sentie bien. Et là, elle pourra manger plus facilement. Donc, c'est là où il va falloir adapter à chaque fois. C'est à quel moment il est plus propice de manger pour qu'elle ait plaisir à manger. Ça va? Alors, on va continuer. Alors, pareil, quand la personne n'a plus de goût, elle vous dit j'ai plus de goût. Ce que je mange n'a plus de goût. Donc, pareil, ça peut être pour différentes raisons. Pareil, ça peut être les médicaments qui font, les maladies qui font qu'on perd le goût. Mais aussi, quand on vieillit, les papilles gustatives, on en a moins et elles sont moins actives. Et donc, finalement, on perçoit moins les goûts. Donc, il n'y a pas que les pathologies, les médicaments qui font qu'on perd du goût, mais même naturellement, physiologiquement, quand on vieillit, on perd de certains aliments. Donc, le but, ça va être d'augmenter la saveur des aliments. Donc, ce qui fait qu'un aliment va avoir plus de goût, c'est de lui ajouter des herbes, des épices, même si à la base la personne n'était pas trop épice, le fait que, parce que ça avait beaucoup de goût, le fait que là elle perçoit moins les goûts, le fait qu'il y ait un peu d'épices, ça va stimuler un peu plus les papilles et finalement elle va retrouver un peu plus, elle va sentir un peu plus le goût, même si c'est pas de l'aliment, mais au moins le goût de l'épice. Et de manger quelque chose qui a un goût, c'est plus appréciable que quelque chose qui n'a pas de goût. Donc même si à la base la personne vous disait j'aime pas trop les épices, le fait d'en mettre un petit peu, bon, après c'est toujours à voir par rapport à la notion, le fait de sentir, d'avoir le goût de quelque chose, ça sera plus agréable que de manger quelque chose où on mange parce qu'on mange et sans apprécier le goût. Donc pas hésiter à toutes les herbes et toutes les épices. Pas hésiter aussi à mélanger. Il y a des plats qui se marient mieux, des épices qui se marient mieux avec certains plats, mais après c'est une question de goût. Donc pas hésiter
même si la noix de muscade se marie mieux avec les pommes de terre, bah, on peut mettre un peu de noix de muscade avec des pâtes. Donc, pas hésiter à changer pour voir si, en termes de goût, c'est satisfaisant ou pas. Et pas hésiter à mettre des épices et des herbes. C'est pas je mets que des épices ou que des herbes. On peut tout mettre et pas hésiter à mélanger. Oui, de l'ail, de Oui, l'échalote. voilà, tout ce qui est condiments, ail, oignons, échalotes, Oui. tout ça, pas hésiter à en mettre. Des tomates et après mettre des cornichons. Tout ce que vous pouvez, il faut pouvoir mettre pour donner un peu plus de goût des capres, pour donner un peu plus de goût au plat. En Après, plus, Lina, comme tu disais, en plus, ces éléments-là, ils ont une vraie fonction nutritionnelle. Par exemple, l'ail, c'est pas très bon pour la santé cardiovasculaire ou quelque chose comme c'est ça? cardio-protecteur, tout à fait. Il y a différents éléments où ça va jouer sur ça va protéger au niveau cardiaque, ça va jouer sur tout le tube digestif, de toute façon, généralement. Dites-vous, tout ce qui est épices jouera sur le tube digestif, que ce soit au niveau de l'estomac, au niveau du foie, au niveau des intestins, il y aura un effet positif. Et pareil, les herbes, comme je disais tout à l'heure, ça va apporter de la vitamine C, ça va apporter des fibres. Donc tout ce qui est herbes, épices, condiments, il y aura un effet positif sur la santé du fait que ça vous apportera des éléments qui seront importants pour les différents mécanismes, que ce soit au niveau digestif ou autre. Hein. Après, ce qu'on va faire, on va pouvoir jouer sur les assaisonnements. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, une vinaigrette, on n'est pas obligé de la faire à chaque fois juste huile d'olive, vinaigre de vin et un peu de moutarde, sel, poivre. Déjà, on peut varier les huiles. Il y a des huiles qui ont plus de goût. Alors, classiquement, plus souvent, les gens ont l'habitude de faire leur vinaigrette avec une huile d'olive parce qu'elle a du goût. Mais ça peut être une huile de sésame, une huile de noix, une huile de noisette, varier les huiles. Après, et en plus, comme je dis toujours, il n'y a pas d'aliment parfait. Il n'y a pas d'huile parfaite. Donc, elles n'apportent pas les mêmes acides gras. Donc, le fait de varier les huiles, ça permettra de mieux couvrir les apports en acides gras, d'avoir le bon rapport entre nos oméga 3 et oméga 6. Donc, le fait de varier les huiles, ça permettra aussi de mieux couvrir les besoins. Ensuite, les vinaigres. Pareil. Tu avais une question, Lucie? Oui, non, je voulais juste te demander, la dernière fois en atelier, tu as utilisé une huile qui était un mélange de 4 huiles. Est-ce que tu conseilles d'utiliser ce genre de produit, peut-être, si on ne peut pas acheter toutes les huiles différentes? Voilà, c'est si bon, pour plusieurs raisons, on ne veut pas ou on ne peut pas acheter plusieurs bouteilles d'huile différentes, il existe les mélanges d'huile, où là, pour le coup, le mélange d'huile est très bien équilibré avec le bon rapport oméga 3, oméga 6. Et donc, vous en avez que vous pouvez utiliser que pour l'assaisonnement et vous avez celles que vous utilisez pour l'assaisonnement et pour la cuisson. Et donc, c'est des mélanges de 4 huiles où ça a été dosé pour avoir le bon rapport entre tous les oméga 3 et oméga 6 et oméga 9. Donc, quand je vous dis, si vous voulez avoir qu'une seule bouteille pour ne pas avoir à penser, il faut que je varie, prenez les mélanges 4 huiles. Tout à fait. Donc, je continue dans les assaisonnements. Pareil, ne pas hésiter à avoir plusieurs bouteilles de vinaigre. Pareil, bon, vinaigre de vin, mais ça peut être vinaigre de cidre, vinaigre de framboise, vinaigre de pomme, donc du vinaigre balsamique qui, dans une vinaigrette, donnera un autre goût. Donc, pareil, après, faire des vinaigrettes avec du citron ou avec du jus d'orange, du jus de pamplemousse, ça permettra de donner une autre saveur au plat et donc permettra de stimuler un peu plus le goût. Pareil, sur une viande, pas hésiter à faire une petite sauce. Sur un steak haché, pas hésiter à faire une petite sauce. Pas forcément classiquement la béarnaise avec la viande rouge, mais même un petit coulis de tomate, où on va rapidement, vous prenez du coulis de tomate et que vous assaisonnez, bon, en été, prendre des tomates et les faire, mais en hiver, on va prendre plus un coulis de tomate avec un peu d'herbe de Provence, avec un peu d'ail, un peu d'échalote, et que vous pourrez accompagner le steak haché, par exemple. Donc, pas hésiter à faire des petites sauces rapides, ou après, ça pourrait être juste une noisette de mayonnaise ou de moutarde, mais pas hésiter à accommoder vos plats, même si habituellement la personne aime bien le manger son steak haché comme ça. Mais si elle vous dit j'ai plus de goût, mettre une petite sauce avec le steak haché, par exemple. Hein. Après, pour la cuisson de certains éléments, on peut le faire avec tous les éléments, pas hésiter à utiliser des bouillons. Alors, soit vous faites votre bouillon de légumes, vous avez fait cuire vos légumes et vous gardez l'eau de cuisson pour pouvoir faire, par exemple, cuire vos pâtes, faire cuire votre riz, ou sinon utiliser les bouillons de légumes ou les bouillons cubes dans l'eau de cuisson des éléments, mais pas que pour le cuire
pour faire une soupe ou des légumes, mais même pour faire cuire votre riz, votre pâte, la semoule, pour pouvoir donner plus de goût, pas hésiter à utiliser les bouillons. Donc, idéalement, de faire son bouillon soi-même, mais sinon, utiliser les bouillons cubes. Donc ça, pareil, ça permettra de rehausser le goût de l'aliment et comme ça, la personne aura un peu plus de plaisir à manger l'aliment. Après, pareil, jouer sur les formes et la texture. Donc, pareil, suivant comment on a coupé un aliment, il n'aura pas tout à fait le même goût. Quand vous râpez des carottes ou vous les coupez en tagliatelle, le fait même en cru, en assaisonnement, la carotte n'aura pas le même goût. Donc, pareil, quand vous faites cuire des carottes, quand elles ont été coupées en bâtonnets, en julienne ou en rondelles, elles n'auront pas tout à fait la même texture et le même goût. Et le fait qu'on a changé de texture, ça peut jouer sur le goût de l'aliment. Donc, vous, pas hésiter à varier, à se dire, bon là, finalement, quand je mange, ou même quand les pommes de terre, un écrasé de pommes de terre aura plus de goût qu'une purée de pommes de terre. Donc, c'est jouer sur, suivant la perception du goût, jouer sur la texture et la forme de l'aliment. Parce que comme je vous dis, quand il y a certains légumes, plus vous allez le hacher, plus vous allez le couper petit, plus il va développer des arômes et il y aura plus de goût. Donc, il y a certaines choses où pas hésiter à couper en plus petit, que quand vous faites cuire, ça va développer un peu plus le goût de l'aliment. Donc là, on va jouer sur le cru, le cuit. Donc pareil, quand on avait fait une des recettes avec le brocoli, on l'avait mis dans le plat, on l'avait mis et cuit et cru. Parce que pour le coup, la texture a fait que le goût du plat, le plat n'avait pas le même goût que si on avait mis que des brocolis crus ou que des légumes, des brocolis cuits. Donc le fait de jouer sur la texture et la forme de l'aliment, ça va modifier le goût du plat. Et donc, le fait d'avoir un peu plus de goût, ça sera plus appréciable pour manger. Après, quand c'est vraiment par rapport aux papilles ou par rapport aux médicaments qu'on perd le goût, il faut accentuer, il faut utiliser des aliments qui ont beaucoup de goût pour que la personne, finalement, en ressente un petit peu. C'est là où on va lui conseiller, tant qu'il n'y a pas de problème d'intestin, de consommer des sauces très épicées, voire pimentées. Parce que là, pour le coup, ça va un peu plus solliciter les papilles et là, elles vont ressentir un peu plus le goût des aliments. Donc, je dis sauce épicée, pimentée, la moutarde, qui finalement a beaucoup de goût. Après, comme je dis aussi, les agrumes permettent de stimuler le goût. Donc, faire des vinaigrettes à base de jus d'orange, à base de citron ou mettre du citron un peu partout, ça va permettre de stimuler le goût, les papilles. Donc, comme ça, la personne permettra à la personne de plus percevoir le goût des aliments. Après, les aliments forts, comme les fromages forts, prendre un fromage de chèvre bien fait, du roquefort, camembert bien fait, qu'un camembert peu affiné ou qui aura moins de goût. Donc, vraiment prendre des aliments qui ont beaucoup de goût, qui ont un goût très fort, pour que les dés perçoivent une partie du goût de l'aliment. Pareil, les aliments fermentés, donc classiquement le yaourt nature. Le yaourt nature a plus de goût, on perçoit plus le goût qu'un yaourt velouté. Parce que comme il a été brassé, il y a moins cette acidité et on ressentira moins le goût. Les légumes fermentés, donc dans les ateliers aidants, on ne l'a pas trop fait, mais dans d'autres ateliers, on l'avait fait, où utiliser les légumes fermentés, ça permet de donner plus de goût au plat. On en met en petite quantité, mais ça permet de donner plus de goût parce que le fait que ça a été fermenté, ça a un goût différent. Après, il y a aussi le côté du sel, parce que le sel va aussi donner un peu plus de goût à un plat. Le fait de saler après cuisson, ça aura l'avantage que pendant la cuisson, surtout s'il y a une cuisson à l'eau, les arômes vont plus diffuser dans l'eau si l'eau n'est pas salée. Donc, pour pouvoir diffuser un maximum, donc on va éviter de saler l'eau pour que finalement tout passe dans l'eau. Et on va saler en fin de cuisson pour que, en plus, la personne ressente plus le goût du sel. Quand vous salez dans votre assiette, il y aura encore les petits cristaux de sel. On va plus percevoir le sel que si ça a été cuit, si ça a été mis à la cuisson. Donc, pour les deux raisons, pour percevoir le sel, il vaut mieux le consommer dans l'assiette en fin de cuisson. Et pour que les saveurs des aliments puissent diffuser au moment de la cuisson, on va éviter de saler pendant la cuisson. Ah oui. D'accord? Ça va?
Ensuite, on va continuer. Donc, on a vu le manque d'appétit, perte de goût. Et donc, après, il y a d'autres choses qui peuvent faire que la personne mange moins. Quand il y a... Alors, J'avance encore? Pardon. Ah oui, c'est moi qui ai mal le... Chérie. Alors, oui, par rapport au goût, pareil, oui. Ce qu'il faut éviter, c'est les aliments qui sont trop gras ou les fritures. Parce que pour le coup, déjà l'odeur l'odeur de la friture peut jouer sur la perception du goût de l'aliment. Et quand l'aliment est trop gras, finalement, pareil, au niveau gustatif, ça sera moins agréable. Donc là, on va éviter déjà au niveau goût et au niveau digestion, parce que si la personne a du mal à digérer, ça va jouer sur son appétit, elle aura moins envie de manger. Donc on va éviter de manger des aliments qui sont trop gras ou trop lourds à digérer. Et pareil, toujours le même principe, pour que la personne ait envie de manger un peu plus et qu'elle soit plus centrée sur ce qu'elle mange, il faut qu'elle soit dans un environnement agréable. Le tout, c'est pouvoir stimuler les goûts, parce que pour avoir le goût de l'aliment, c'est pas que dans la bouche, c'est déjà visuellement. Donc, si la personne est à une table bien présentée, l'assiette, qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs, qu'elle ne mange pas devant la télé, mais qu'elle est concentrée sur son assiette. Donc, déjà visuellement, elle va voir qu'elle va manger des carottes. Donc, il y a déjà ce côté, ça va commencer à stimuler ses autres sens. Donc, le tout, c'est qu'elle soit dans un environnement propice à déguster son plat. Donc, même si c'est juste des carottes, mais le fait d'être concentré sur ce qu'on va manger, de commencer à analyser, quand à la fourchette, dire ah oui, la carotte, elle est un peu croquante. Le fait de le faire travailler, de faire stimuler les autres sens, ça peut, déjà, il va pouvoir mieux percevoir le goût et ça va aussi stimuler son appétit. Et donc, comme je disais aussi tout à l'heure, l'eau importante. Parce que pour le coup, quand on est un peu déshydraté, les papilles gustatives sont moins stimulées, vous percevrez moins le goût de l'aliment. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut boire en même temps qu'on mange, mais le tout, c'est de boire suffisamment tout au long de la journée pour que, parce que la digestion commence dans la bouche, la perception des saveurs, c'est aussi dans la bouche. Donc, il faut qu'on soit bien hydraté pour que la salive soit bien produite, pour qu'on puisse bien percevoir la saveur des aliments. Et donc, par rapport au goût, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien écouter l'aider, lui demander à chaque fois systématiquement, le plus fréquemment possible, ce qu'il a envie de manger et ce qu'il aime sur le moment. Donc, ce qu'il a envie et ce qu'il veut plus manger. Parce que je vous dis, même si aujourd'hui, il voulait manger des carottes et que finalement, il l'aime plus, ne pas lui proposer des carottes 2 jours après, puisqu'il vous a dit qu'il n'en voulait plus. Donc, même si ça évolue très rapidement, pas hésiter à questionner très fréquemment, l'aider sur ses envies et sur ce qu'il a envie de manger pour qu'il puisse essayer de redévelopper le goût et de reconsommer des aliments qu'il apprécie. Donc là, on va voir aussi Peut-être préciser que dans le cas des troubles cognitifs, on peut proposer 2 choses, mais pas des questions trop ouvertes. Oui, aussi. Qu'il soit pareil, concentré sur ce qu'il va manger. C'est dire là, je vais manger ça et c'est ça que je dois manger. Oui, tout à fait. Donc là, on va voir par rapport aux différentes. Quand la difficulté, bon, il y a l'appétit, le goût, mais quand c'est une difficulté mécanique, en fait, quand finalement la personne n'arrive pas ou ne peut plus manger parce que le fait de la mastication, les dents, la pathologie qui fait que la personne ne peut plus manger les aliments tels quels. Donc, on va devoir adapter ses repas. Donc, déjà, il y a la question de la texture. Donc, il y avait une question? Donc là, le tout, déjà, quand c'est juste une difficulté à mâcher, mais que la personne peut mâcher encore un petit peu, on va lui proposer des aliments qui sont mous, donc des aliments qui vont être bien cuits. Là, pour le coup, l'histoire de la carotte, il faut que la carotte soit bien cuite, pas juste croquante. On va éviter de lui donner des carottes en tagliatelle crues, on va lui faire des carottes râpées finement. Donc, les carottes, ça ne sera pas gros calibre, mais le plus finement possible pour que ça soit plus facile à mastiquer, et que ce soit plus simple. Pareil, les fruits, on va donner des fruits qui sont bien mûrs.
on va éviter de donner des pommes à croquer, on va plutôt prendre des poires qui sont plutôt juteuses, qui seront plus faciles à manger. Pareil, sur les protéines, on va éviter un steak qui a été trop cuit, on va préférer plutôt une viande hachée, on va plutôt préférer les poissons qu'une viande où la personne aura du mal à mastiquer. Après, si on est en stade encore un peu plus, où la mastication commence à devenir difficile, là, on va jouer on va découper encore plus. Pas forcément passer sur du mixé directement, parce qu'il faut quand même continuer à stimuler, parce que malgré tout, la mastication, ça reste un peu d'activité physique aussi, de mastiquer, de solliciter. Si on arrête de mastiquer, bah, ça va jouer sur la dentition. Donc, tant qu'on peut mastiquer, même si c'est plus difficilement, on part sur du haché et pas directement sur du mixé. Donc après, on peut tout hacher. Donc la viande, elle pourra être le bœuf, on va plutôt prendre un steak haché, mais ça peut être une escalope de poulet. On va la hacher soit avant de la cuire ou soit après la cuisson pour qu'elle ait quand même les petits morceaux. Et après, pour les légumes, pour les pâtes, même pour des pâtes, on va couper plus finement. Soit on prend des pâtes de petit calibre, mais si la personne aime bien les peiner, et ben on va le couper en petits morceaux pour qu'elle continue à avoir des morceaux. Après, pas hésiter quand les aliments sont hachés, de mettre un petit bouillon ou une petite sauce. Parce qu'après, c'est trop sec. Parce qu'une viande hachée sans rien, c'est très sec. Donc, il faut mettre une petite sauce, mais même un bouillon. Ça suffit pour que la personne puisse mastiquer dans le sens, parce qu'il ne faut pas qu'elle le mette dans la bouche et avaler. Il faut que la salive imprègne les aliments, même s'ils sont hachés petits. Il faut que ça reste un petit peu en bouche. Donc, si c'est haché et c'est sec, ça sera plus irritant au niveau du palais. Donc, il faut que ça soit un peu mouillé, un peu humide pour que ça soit plus facile à manger. Donc, après, c'est d'abord les aliments mous, ensuite hachés et coupés finement. Et après, quand la personne ne peut pas du tout mastiquer, ça va être les aliments mixés. Donc, quand votre aidé a une alimentation mixée, l'idéal, c'est de ne pas tout mixer dans un seul bol, en fait. De ne pas se dire, bah, je sais qu'il faut qu'il mange sa protéine, il faut qu'il mange ses féculents et il faut qu'il mange ses légumes. Les gens ont quand même tendance à faire une purée enrichie où il y aura purée de pommes de terre avec des légumes et on a mixé le poisson avec. L'idéal, pour que la personne garde un certain appétit, c'est qu'il ait toujours cette structure où il a sa purée de pommes de terre, sa purée de légumes et sa viande, même si tout est en forme mixée, en purée, mais qu'il puisse reconnaître que visuellement, il sache que là, c'est sa viande, que là, c'est ses légumes et que là, c'est ses féculents. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Pas qu'il ait toujours un bol où il se dit, j'ai qu'un plat. De toute façon, je vais manger, il n'y a qu'un plat. Parce qu'au bout d'un moment, bah, comme pour vous, si on vous apporte toujours la même texture d'un aliment, au bout d'un moment, même si vous l'appréciez, vous allez saturer. Et le côté, je vous dis, pour continuer à stimuler l'appétit, c'est d'essayer de garder ce cadre où la personne, quand elle en a conscience, c'est de se dire, j'ai mangé ma viande, là je vais manger ma viande, ou je vais manger mon poisson, ou je vais manger des œufs, là ça va être mes légumes, et là ça va être mes féculents. Après, je suis d'accord aussi que tous les féculents ne se mixent pas. Quand vous essayez de mixer du riz, c'est super collant. Donc, de toute façon, même quand on fait un bol mixé, on ne pourra pas le faire. Mais pour les féculents, le plus souvent, ça va être des pommes de terre, mais ça peut être une purée de légumes secs. Quand on fait une purée de pois cassés, de pois chiches, donc il aura sa purée de pois chiches et à côté, il aura sa purée de carottes et pas forcément tout mélanger. Donc, dans la mesure du possible, essayez de faire des repas avec les différents éléments séparés, comme quand vous mangez. Mais justement, si vous mangez la même chose, c'est-à-dire j'ai préparé les carottes, j'ai préparé des lentilles et puis on mange du jambon, que vous ayez votre plat avec les éléments entiers et que la personne, elle ait les mêmes éléments mais en mixé. Comme ça, vous partagez le repas et il aura l'impression de manger la même chose. Il aura logiquement un peu plus de plaisir à manger que s'il avait tout dans son assiette et se dire j'ai mangé ça tout dans un seul bol. Donc pareil, c'est de garder le plat, mais après pareil, le laitage et la compote, de le faire séparer, de ne pas faire produits laitiers et fruits tout mixés en même temps. C'est toujours bien d'avoir tous les éléments pour qu'ils continuent à percevoir qu'ils mangent de façon variée.
Et puis vous aussi, vous verrez les portions qu'il est. C'est pas juste j'ai fait une soupe avec plein d'éléments, mais finalement, il n'y a pas assez de féculents, il n'y a pas assez de protéines, même s'il y a tous les éléments. Mais là, le fait que ça soit séparé, vous aurez plus cette notion il y a du volume. Sans chercher, comme je dis quand même aussi, de ne pas en avoir trop dans son assiette, sinon visuellement, la personne elle aura du mal à vouloir tout manger. Donc après, il y a aussi la température des plats qui va jouer. Oui. Quand la personne a du mal à manger, il ne faut pas que le repas soit trop chaud, parce que ça va être chaud dans la bouche, donc ça va pas être bon. Et pas trop froid aussi, parce que trop froid, ça peut aussi jouer si les dents sont sensibles. Les personnes ne vont pas forcément apprécier de manger le plat quand il est trop chaud ou trop froid. L'idéal, c'est que ça soit à température ambiante, que ça soit tiède. Comme ça, c'est plus facile à manger et la personne appréciera un peu plus. Pareil, quand un plat est trop chaud, on ne perçoit pas forcément toute la saveur des aliments. Et inversement, quand le plat est trop froid, on ne perçoit plus le goût de tous les aliments. Donc tiède, c'est parfait. Donc essayez de faire attention à la température des plats. Mais même par exemple un yaourt ou une compote, c'est bien de le sortir avant du réfrigérateur, au tout début, pour que quand il le consomme, ça soit plutôt à température ambiante. Comme ça, même par exemple un yaourt, souvent, c'est plus apprécié quand c'est à température ambiante que quand ça vient juste de sortir du réfrigérateur. Hein? Alors après, quand il y a une difficulté mécanique dans la bouche, là, on va éviter de manger trop épicé, parce que pour le coup, les épices irritent la cavité buccale. Donc là, pour le coup, on pourra mettre des épices, mais pas les épices qui sont trop fortes, des épices qui sont plutôt douces. Par exemple, au lieu de mettre du piment, on mettra juste un peu de paprika, qui sera moins irritant pour la cavité buccale. Bien. Dites-moi. Non, c'est une question. Après, pour le coup, quand là, il y a le côté texture du plat, quand la difficulté, elle est mécanique, quand la personne ne peut pas prendre sa cuillère ou prendre une fourchette pour manger, pas hésiter à favoriser le manger-main, de manger avec les mains. Donc, le tout, c'est que vous aussi, vous y mettez quand vous proposez. C'est pareil, quand en entrée, vous proposez par exemple des bâtonnets de carottes, que vous avez décidé de faire des carottes, de le proposer en petits bâtonnets coupés assez finement, mais finalement, la personne va le manger avec la main. Quand la viande, c'est de prendre du jambon plutôt épais, de couper en petits dés, comme ça, la personne va le manger avec les mains. Après, tout ce qui est morceaux de viande, le faire en petits dés ou faire des petites brochettes pour que la personne puisse le tenir à la main et de le manger plutôt que prendre une cuillère et de le manger. Après, de faire des petites tartines, des petits sandwichs, utiliser des wraps pour quand on fait un wrap, vous prenez la galette sera les féculents, on met la protéine, on peut mettre le fromage, on met un maximum de légumes, on roule et puis après la personne pourra le manger avec la main. Donc pareil, le produit laitier, on va plus partir sur des dés de fromage par exemple, où là pareil, la personne pourra l'utiliser et le manger plus facilement plutôt qu'utiliser une fourchette ou une cuillère. D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ça, Lina, parce que la semaine dernière, ça m'est arrivé d'avoir un reste de lentilles. Et du coup, j'ai pu mettre dans un wrap des lentilles qui avaient été cuites un peu façon classique avec des oignons, des carottes, etc. Avec des morceaux de patates douces, un petit peu de feta par-dessus et du persil. Et c'était hyper bon. Et moi qui ai du mal à manger des lentilles, par exemple, ben, en fait, finalement, j'avais tout dans le plat en un coup et c'était très bon. Ça vous donne une petite idée. Avec un reste de lentilles, on peut faire de très bons wraps. Voilà. Et ça faisait l'apport en protéines. C'est ça. Exactement. Alors, pour le coup, j'ai fini ma présentation. Donc là, si vous avez des questions, des choses à me dire, demander, que ce soit par rapport à ce que j'ai dit ou en plus par rapport à votre cas pratique personnel, pas hésiter à me les poser. Est-ce qu'il est conseillé de boire pendant les repas ou en dehors des repas? C'est la grande question. Idéalement, en dehors des repas, surtout si la personne a peu d'appétit. Parce que le fait de boire pendant les repas, ça va remplir l'estomac. Ça va prendre de la place dans l'estomac et donc la personne elle sera vite rassasiée. Donc, dans le cadre où la personne a peu d'appétit, c'est systématiquement en dehors des repas. Donc, pour ne pas prendre de la place dans l'estomac. Mais sinon, dans l'absolu, il faut boire tout au long de la journée. Avant, après, pendant un repas,
tout au long de la journée des petites quantités pour pouvoir s'hydrater au fur et à mesure du temps. Il n'y a que dans le cadre où la personne a peu d'appétit ou a du mal à manger en volume, là, on va vous conseiller de le faire boire en dehors des repas. Parce que ça va jouer sur le volume de l'estomac. Ça va prendre de la place dans l'estomac. Mais le fait de boire pendant un repas, ça ne va pas perturber la qualité de la digestion. Quand tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté de digestion,